Sans nom de William Wilkie Collins dans la traduction de Émile de Renforgues. Scène première, Combe Raven, Somersetshire. Chapitre 1er. Les aiguilles de l'horloge murale du vestibule marquaient 6h30 du matin. La maison était une riche demeure de campagne dans l'ouest du comté de Somerset. On l'appelait Combe Raven. Fixons l'époque, le 4 mars de l'année 1846. Aucun bruit, sauf l'éternel tic-tac de l'horloge et les ronflements sonores d'un gros chien étendu sur une natte au seuil de la salle à manger, ne troublait le calme mystérieux qui régnait ce matin-là dans ce vestibule et sur l'escalier dont on voyait les dernières marches. Quel dormeur était caché dans les étages supérieurs? Laissons la maison elle-même nous révéler ses secrets. À mesure que, quittant leur lit, ils descendront l'escalier, les dormeurs se présenteront eux-mêmes. Au moment où l'horloge marquait 7h moins le quart, le chien s'éveilla et se secoua bruyamment. Après avoir vainement attendu le valet de pied qui d'ordinaire le lâchait dans la cour, l'animal se mit à vaguer avec inquiétude de l'une à l'autre des portes closes sur le vestibule, et revenant à sa natte avec une évidente perplexité, il poussa un long et triste hurlement, sorte de reproche adressé à la famille encore endormie. Avant que les dernières notes de cette remontrance canine eussent cessé de vibrer, les marches de chêne situées dans les plus hautes régions du bâtiment craquèrent sous les pas de quelqu'un qui descendait lentement. La minute d'après, on vit apparaître la première des domestiques, les épaules chaudement abritées sous un châle de laine. Cette matinée de mars était glaciale, et la cuisinière et les rhumatismes étaient de vieilles connaissances. Ne faisant d'abord aux cordiales avances du chien qu'un accueil fort peu gracieux, la cuisinière ouvrit lentement la porte du vestibule et fit sortir l'animal. La matinée avait un aspect revêche. Sur un gazon spacieux et derrière une noire plantation de sapins, le soleil frayait sa route ascendante parmi des masses de nuages grisâtres et comme déchirés. De grosses gouttes de pluie tombaient pesamment à longs intervalles, et les arbres humides pliaient lourdement sous l'effort de la brise de mars. 7h sonnèrent. Les signes de la vie intérieure commencèrent à se manifester de plus en plus rapides. La fille de service descendit, grande et mince, portant écrit en rouge sur le bout de son nez le degré de la température printanière. La femme de chambre vint après, jeune, replète mais élégante, encore endormie. La fille de cuisine parut ensuite, affligée d'une névragie faciale et ne dissimulant guère sa douleur. Le dernier de tous arriva le valet de pied, bâillant à se décrocher la mâchoire, vivant portrait d'un homme qui se sent indûment privé du sommeil auquel il a droit. La conversation des domestiques, quand ils se groupèrent devant le feu de la cuisine lentement allumé, roula sur un événement de fraîche date survenu dans la famille et porta dès le début sur cette question. Thomas, le valet de pied, avait-il vu quelque chose du concert donné à Clifton, auquel, la veille au soir, avaient assisté son maître et les 2 jeunes demoiselles? Oui, Thomas avait entendu le concert. On lui avait payé sa place au stade du fond. Il y avait eu beaucoup de bruit, il faisait très chaud. Les affiches avaient annoncé un grand concert, mais franchir 16 000 en chemin de fer pour aller l'entendre, et 19 000 en voiture à 1h30 du matin après l'avoir entendu, était une corvée sur l'utilité de laquelle Thomas avait quelques doutes. Son maître et les jeunes dames en décideraient à leur guise. Quant à lui, toute réflexion faite, il se prononcerait sans hésiter pour la négative. Les domestiques eurent beau tenter de poursuivre leurs investigations, aucune n'obtint de résultat satisfaisant. Thomas ne put ni fredonner aucune des chansons, ni décrire aucune des toilettes. Son auditoire, en conséquence, l'abandonna en désespoir de cause, et le bavardage de cuisine rentra dans son cours ordinaire, jusqu'à ce que l'horloge sonna 8h et dispersa subitement les domestiques partant vaquer à leurs tâches matinales. 8h15 sonnèrent. Rien ne se passa. 8h30. Dans la région des chambres à coucher se manifestèrent quelques symptômes de vie. Un nouveau membre de la maisonnée descendit l'escalier. Il s'agissait de Mr. Andrew Vanstone, le maître des lieux. Grand, fort, se tenant droit, ses yeux bleus pleins de lumière, son teint fleuri débordant de santé, sa jaquette de chasse à longs poils négligemment boutonnée de travers, son petit terrier d'Écosse aux allures perverses aboyant sur ses talons sans recevoir la moindre réprimande,
une main plongée dans la poche de son gilet, l'autre battant gaiement la mesure sur la rampe de l'escalier, tandis qu'il descendait en fredonnant un désert de la veille, Mr. Vanstone laissait lire sur toute sa personne, sans la moindre réserve et à tout venant, le caractère dont la nature l'avait doté. Humeur facile, cœur bienveillant, ce bel et bon gentleman marchait au soleil de la vie, ne demandant à l'évidence rien de mieux que de rencontrer, également au soleil, tous les hommes appelés à vivre en même temps que lui. À ne compter que les années, il avait un demi-siècle et un peu plus. À le juger d'après la légèreté de son cœur, la force de sa constitution et son aptitude à jouir de tout, il n'était guère plus vieux que la plupart de ceux qui ne portent que le fardeau de leurs 30 ans. « Thomas !» cria Mr. Vanstone, en prenant sur la table du vestibule son vieux chapeau de feutre et le gros bâton qu'il emportait à la promenade. « On déjeune ce matin à 10 heures. Après le concert d'hier au soir, nos jeunes dames ne se lèveront guère plus tôt. À propos, comment avez-vous trouvé ce concert, vous ? Grand, n'est-ce pas ? Eh bien, vous avez raison. Des bangs et des crashs, interrompus de quelques crash-bangs pour varier. Et toutes les femmes serrées à étouffer. Une chaleur accablante, le gaz qui vous aveuglait. De la place pour personne. Oui, oui, Thomas, grand est bien le mot. Et quel confort avec cela. » Ayant ainsi exprimé son opinion, Mr. Vanstone siffla son malicieux terrier, et brandissant son bâton sur le seuil du vestibule, comme pour jeter à la pluie un défi joyeux, il commença, contre vents et marées, sa promenade matinale. Les aiguilles, poursuivant sans bruit leur route constante autour du cadran, marquèrent 9h moins 10 minutes. Un autre membre de la maisonnée se montra dans l'escalier. C'était Miss Garth, la gouvernante. Aucun observateur, tant soit peu subtil, n'aurait examiné Miss Garth sans percevoir immédiatement qu'elle était une femme du Nord. Les traits de son visage fortement accusé, la promptitude masculine de ses gestes, l'honnêteté obstinée de sa physionomie et de son attitude, tout attestait qu'elle était née, qu'elle avait reçu sa première éducation sur la frontière anglo-écossaise. Bien qu'elle eût à peine dépassé la quarantaine, ses cheveux étaient tout à fait gris, et elle les abritait sous un sévère bonnet de vieille femme. Ni ses cheveux ni sa coiffure ne juraient avec son visage, lui aussi marqué par les années. Nul doute que le destin l'avait vieilli prématurément par quelque malheur. L'aisance de sa démarche, et l'habitude d'autorité empreinte dans les regards qu'elle jetait autour d'elle, portaient témoignage de la position qui lui était faite dans la famille Vanstone. Elle n'appartenait pas, évidemment, à cette classe de gouvernantes tristes, persécutées, serviles jusqu'à en être pitoyables. Non, c'était une femme vivant en bons et honorables termes avec ses employeurs. Une femme capable d'envoyer promener, et très loin, les parents, quels qu'ils fussent, assez mal avisés pour ne pas l'apprécier à sa juste valeur. « Le déjeuner pour 10 heures ?» répéta Miss Garth, lorsque le valet de pied, obéissant à la sonnette, fut venu lui répéter les ordres qu'il avait reçus de son maître. « Ah, je devinais bien ce qu'amènerait ce concert d'hier au soir. Lorsque les gens qui vivent à la campagne se piquent de subventionner des divertissements, ces divertissements, aimable remerciement, bouleversent ensuite la vie de famille plusieurs jours de suite. Vous, par exemple, Thomas, vous êtes bouleversé, je m'en aperçois bien. Vos yeux sont rouges comme ceux d'un furet, et on dirait que vous avez gardé votre cravate en vous mettant au lit. Apportez la bouilloire à 10h moins le quart, et si vous n'êtes pas mieux dans le cours de la journée, venez me trouver, je vous donnerai une médecine. Voilà un garçon capable si on le laisse à sa routine, continua Miss Garth, lorsque le départ de Thomas le réduit au monologue. Mais il n'est pas assez fort pour des concerts à 20 milles d'ici. Dire qu'il voulait m'emmener aussi, ah oui, qu'on m'y prenne. 9h sonnèrent, et l'aiguille parcourut encore 20 minutes avant qu'on entendît d'autres pas dans l'escalier. Ce temps expiré, 2 dames parurent, Mrs. Vanstone et sa fille aînée. Si Mrs. Vanstone n'avait jamais eu d'autres attraits que cette fraîcheur de teint, qui est si essentiellement l'apanage des femmes anglaises, elle avait, et depuis longtemps, perdu les derniers restes de cette éphémère beauté. Mais, bien qu'elle fût maintenant dans sa 44e année, bien qu'éprouvée jadis par la perte prématurée de plusieurs de ses enfants, et bien que de longues maladies eussent suivi ces déchirements douloureux,
Elle conservait l'élégance de Galbe et la subtile délicatesse de traits, autrefois unis chez elle à l'éclat, à la splendeur de cette jeunesse qui maintenant l'avait à tout jamais quittée. L'aînée de ses filles, celle qui descendait les marches à côté d'elle, était comme le miroir où elle eût pu contempler son printemps évanoui. Sur la tête de la fille, on retrouvait, en torsades épaisses, les épais cheveux bruns qui, sur celle de la mère, prenaient rapidement une teinte grisonnante. Sur les joues de la fille brillaient ces rougeurs charmantes, maintenant effacées des joues maternelles pour ne jamais refleurir. Miss Vanstone était déjà parvenue à cet âge où la femme atteint sa première maturité. Elle venait de terminer sa 26e année. La majesté qui caractérisait autrefois la beauté de sa mère, elle en avait hérité, mais non de tout ce que cette beauté avait de conciliant et d'attrayant. Bien que le galbe de son visage fût le même, les traits n'avaient pas la même finesse et ne s'unissaient pas en des proportions aussi exactes. Elle n'était pas non plus aussi grande. Elle avait les yeux brun foncé de sa mère, grands et doux, avec cet éclat constant que ne conservaient point ceux de Mrs. Vanstone, mais dans leur expression ne se retrouvait pas le même attrait, la même finesse, la même profondeur de sentiment. Cette expression était douce et féminine, comme voilée d'une sorte de tranquille réserve qui n'avait jamais obscurci le visage maternel. Si nous osions y regarder d'assez près, ne pourrions-nous pas remarquer que la force de caractère et les plus hautes capacités intellectuelles transmises par leurs parents semblent souvent s'affaiblir et s'atténuer chez les enfants en vertu de quelque cause inconnue? En ce temps d'épuisement nerveux que propage mystérieusement une contagion subtile, ne serait-il pas possible d'appliquer le même principe, et plus fréquemment que nous ne sommes tentés de l'admettre, aux qualités physiques? La mère et la fille descendaient lentement. La première, en costume brun foncé, un châle de cachemire négligemment jeté sur ses épaules. La seconde, plus simplement vêtue de noir, avec un col et des manchettes unies, et un nœud de ruban orange sur le devant de son corsage. Tandis qu'elle traversait le vestibule et entrait dans la salle à manger, Miss Vanstone était encore tout absorbée dans le souvenir du concert de la veille. « Je suis vraiment fâchée, maman, que vous n'ayez pas été avec nous, » dit-elle. « Depuis l'été dernier, vous avez toujours été si forte et si bien portante. Vous vous êtes trouvée si rajeunie, ce sont vos propres paroles, que j'en suis sûre cette petite sortie ne vous eût point fatiguée. » « Peut-être bien, cher enfant, mais il était plus sûr de ne rien aventurer. »« Sans aucun doute, » remarqua Miss Garth, qui se montra sur le seuil de la porte. « Regardez plutôt Nora. Bonjour, bonjour, ma chère petite. Regardez Nora, vous dis-je, une vraie morte, un témoignage ambulant de la sagesse dont vous et moi nous avons fait preuve en demeurant au logis. Ce gaz vénéneux, cet air vicié, cette veille prolongée, qu'en peut-on attendre ? Elle n'est pas de fer, n'est-ce pas? Aussi la voilà toute souffrante. Oh, ma chère, inutile de s'en défendre, je vois bien que vous avez la migraine. » La jolie figure brune de Miss Nora s'éclaira d'un sourire passager, et tout aussitôt reprit sa réserve accoutumée. « À peine un léger mal de tête, rien qui puisse me faire regretter d'être allée au concert, » dit-elle en s'allant accouder à une fenêtre. Par-delà les haies d'un potager et les murailles basses d'un enclos à daims, le regard embrassait un cours d'eau, quelques bâtiments de ferme situés sur les bords, et l'entrée béante d'une gorge boisée ouverte entre des rochers, dans le comté de Somerset, ceci s'appelle une combe, et circulant ensuite à travers les hauteurs qui bornaient l'horizon. Parmi les ondulations presque insensibles des champs, on voyait à petite distance une échappée de route au sinueux détour, et sur cette route se reconnaissait la haute taille de Mr. Vanstone, qui regagnait à grands pas la maison, sa promenade matinale achevée. Remarquant sa fille aînée au balcon, il la saluait gaiement d'un moulinet de canne. Elle lui répondit par un mouvement de tête et un geste de main parfaitement avenant et gracieux d'ailleurs, mais empreint d'un formalisme vieillot, très étrange chez une si jeune personne, et qui s'accordait peu avec l'idée qu'on se fait d'une fille en voyant son père un salut familier. L'horloge du vestibule sonna l'heure du déjeuner retardé. 5 minutes plus tard, dans la région des chambres à coucher, on entendit se fermer bruyamment une porte.